Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré à la rénovation énergétique des bâtiments, et notamment des logements et les passoires énergétiques. Pour resituer un petit peu le cadre de l'étude que nous allons discuter et présenter aujourd'hui, nous sommes un think tank qui est la Fabrique de la Cité, think tank qui se consacre aux transitions urbaines et notamment dans les villes moyennes. Et dans le cadre de notre programme de travail, nous nous intéressons à la rénovation thermique et énergétique des bâtiments, notamment des logements. En 2023, nous avons eu plusieurs temps forts consacrés à la rénovation dans un cadre de patrimoine historique en cœur de ville. Nous sommes allés à Épinal, à Montbrison, et nous poursuivons cette analyse dans le cadre aussi de la territorialisation, de la planification écologique, de la crise énergétique, de la crise du logement. Il nous a semblé particulièrement intéressant de continuer à investiguer ce sujet et donc de mieux comprendre l'effort de rénovation, notamment dans les villes moyennes. Et l'idée de départ pour cette note, c'était de savoir où on en est dans les villes moyennes, quels sont les leviers à disposition de celles-ci, comment s'articulent-ils avec les dispositifs nationaux. Et nous avons donc sollicité Nicolas Desquinabo, expert en évaluation des politiques publiques et notamment en particulier dans le secteur du logement. Il a accepté de nous apporter son éclairage. Il va donc développer la note qu'il a réalisée. Aujourd'hui, nous sommes réunis également avec Camille Defard de l'Institut Jacques Delors, qui va mettre en perspective avec les politiques européennes et puis les outils dont disposent les États membres, et puis avec Thierry Loreys de Corénov, qui va nous expliciter un cas d'accompagnement, enfin, son activité dans la coopérative Corénov en Belgique, pour nous mettre en perspective avec un exemple situé hors de nos frontières françaises. Alors, je vais pas tarder davantage. Nicolas Desquinabo, bonjour. Alors, voilà. Bonjour. Alors, pouvez-vous revenir sur les dispositifs de soutien et d'incitation à la rénovation des logements, histoire d'avoir les bases claires sur les enjeux nationaux en France, donc, et puis présenter l'enquête que vous avez réalisée sur les villes moyennes et nous dire si on repère des spécificités dans ces villes moyennes. Vous avez à peu près 15 minutes pour donner un peu le rythme du séminaire. Très bien, merci. Donc là, dans cette note, dans une première partie, en fait, je fais un point sur les dispositifs, les principaux dispositifs de soutien aux rénovations énergétiques nationaux. Alors, en faisant un focus sur tout ce qui est programme de rénovation énergétique qui vise des rénovations plutôt performantes et qui sont conventionnés entre l'État et les collectivités. Hein, je parle pas là de MPR, de MaPrimeRénov' simple et des C2E, mais on en parlera un petit peu parce que justement, font souvent une forme de concurrence parfois avec ces programmes de rénovation performante. Donc sur la prochaine page, on peut voir de manière très résumée donc les principaux dispositifs. Donc sur la Alors là, ça c'est oui, je vais vous présenter donc ça. Et après, on reviendrons pardon, sur les programmes locaux très performants que je vous présenterai. Donc là, depuis une quinzaine d'années, donc j'ai fait plusieurs évaluations nationales, régionales et locales. Donc sur à peu près 70 territoires qui ont été étudiés ou évalués de manière approfondie. Donc j'en ai identifié quelques-uns, même un petit peu plus que ceux que je vais vous présenter. Et donc, je vais vous présenter ces territoires-là pour voir un peu à chaque fois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui permet d'aller sur des programmes très performants et revenir après sur les enseignements pour la politique de rénovation énergétique et sur les autres politiques. Donc, sur la prochaine page, on voit les principaux programmes nationaux. Donc là, avec les moyennes, voilà, celle-là, les moyennes, donc la page d'après, qui étaient en cours, plutôt sur la période que j'étudie, 2021-2022. Donc ça, c'est pour faire un peu le point. C'était le cadrage national, les ordres de grandeur des soutiens financiers. Donc là, j'ai mis pour les publics dits modestes. Et donc, il y a le programme donc, Sérénité, qui va se transformer maintenant en parcours accompagné, plus ou moins. Donc, le programme Sérénité, le programme MPR CoPro. Donc, les Sérénités étaient plutôt pour les maisons, CoPro pour les copropriétés. Et puis, des aides un peu spécifiques pour les bailleurs privés. Les soutiens financiers, donc vous voyez les ordres de grandeur, étaient autour de. Alors, ça dépendait selon on était les ménages modestes ou très modestes,
mais en moyenne, donc autour de 14 000 euros pour les travaux énergie, 26 000 euros, ça c'est les soutiens financiers nationaux, moyens, hein, qui sont dans les bilans. Et pour les copropriétés, donc autour de 7 000 euros hors C2E qui venaient s'ajouter. Et pour les bailleurs privés, autour de 23 000 euros hors défiscalisation, parce qu'il y a aussi des défiscalisations donc, possibles pour les rénovations plutôt performantes de bailleurs. Les résultats, en gros, de ces programmes sur 2021-22, donc j'ai mis ça et vous verrez, c'est comme ça qu'on va voir à quel point certains programmes sont très performants. C'est en comparant en fait les résultats des programmes par rapport à leur parc éligible, hein, c'est-à-dire quel est le potentiel par rapport au parc éligible. Là, par exemple, le Sérénité, il faut que c'est des maisons et c'est des publics modestes et très modestes, hein. Donc, de manière générale, hein, en France, on était autour de 1% de ce parc éligible qui est rénové de manière, en gros, performante, c'est-à-dire avec des moyennes qui tournent autour de 45-50% de gains énergétiques, avec des bouquets de travaux autour de 3 ou 4 types de travaux. On était autour de 1% sur la France, euh, et avec 42 000 hein, sur à peu près 4,5 millions d'éligibles. Sur les agglos moyennes, donc on a fait une étude spécifique sur le cœur de cible, on va dire, parce que la définition de moyen peut aller large, qui était donc les agglos entre 40 et 140 000 habitants, avec un focus sur 8 régions. On a regardé l'ensemble des données disponibles et on était sur des résultats qui étaient légèrement supérieurs hein, sur ce segment des maisons, s'agissant des agglos moyennes, par rapport à leur, pareil, hein, par rapport à leur parc éligible. Sur les copropriétés, euh, pour le moment, parce que c'est en train de monter, mais au niveau national, on était plutôt autour de 0,5% du parc éligible de copro, c'est-à-dire d'avant 2000, construite avant 2000, qui était rénové de manière performante chaque année. Euh, donc, sur les agglos moyennes, par contre, on avait très peu de. Mais on verra qu'il y en a certaines, par contre, qui sont allées déjà très très loin dans la performance. Mais on en avait très peu pour l'instant, en 2021-22, mais c'est en train de monter petit à petit, puisque c'est surtout les métropoles qui avaient commencé depuis pas mal d'années là-dessus. Et donc, pour les bailleurs privés, donc avec l'éligibilité, c'est au maximum, hein, c'est tout ce qui est monopropriété de bailleurs privés plus une partie des logements vacants que j'ai pris en compte. Donc, il y en a 5 000 par an hein, depuis pas mal d'années. Donc, on est autour de 0,1% de ce parc éligible. Sur les agglos moyennes, on voit que c'est bien supérieur, avec des rythmes hein, de rénovation performante qui étaient déjà enclenchés de manière à un plus haut niveau. La qualité des travaux, donc dans l'ensemble de ces programmes, ça augmente hein, petit à petit avec l'augmentation des gains, des conditions de gain minimum qui étaient de 25 puis 35%. On a des qualités de travaux qui sont plutôt autour de 50% de gains énergétiques en moyenne hein, actuellement, avec des pointes à 60. Mais donc, on voit que le rythme, hein, il est toujours assez loin de l'objectif. L'objectif hein, en France et ailleurs, hein, c'est d'aller sur 2 à 3% du parc par an avec une réno performante. Alors, il peut y avoir plusieurs degrés hein, de réno performante, on reviendra là-dessus. Mais c'est un peu ça l'objectif pour qu'au bout de 30 ans, en 2050, bon, là, on est déjà en 2024, mais on va considérer qu'il nous reste une petite trentaine d'années, qu'on atteigne à peu près 60-70% du parc, qui est en gros le parc ancien à rénover. Le parc récent est beaucoup moins dangereux. Donc, à partir de ce cadre national, on peut voir sur la prochaine diapositive et c'est ce qui est au cœur de la note là, qu'on a publié, que la Fabrique, c'est donc ces exemples-là de territoires. Donc, parmi une quinzaine de territoires hein, que j'avais pu évaluer petit à petit hein, depuis une dizaine d'années, je suis allé re-interroger certains qui étaient vraiment à des rythmes qui étaient très intéressants. Et donc, on voit, et on peut voir à chaque fois, il y avait les mêmes leviers hein, qui permettaient de changer d'échelle. Donc, d'abord, c'est rendre les réhabilitations globales, en tout cas performantes ou très performantes, de maisons, accessibles pour les occupants. Donc là, qui sont des modestes et très modestes à chaque fois. Là, on n'est pas sur la question des revenus plus supérieurs. Et pour les bailleurs, rentables. Donc, on voit que là, les ordres de grandeur hein, sont assez spectaculaires pour certains programmes. Alors là, j'en ai pris un qui est vraiment un des meilleurs programmes que j'ai pu voir depuis ces années-là, mais il y en a d'autres qui sont assez proches aussi. Donc en Alsace, où ils ont un rythme de rénovation qui est multiplié par 3,5 par rapport au rythme moyen national, ce qui est au-dessus même des objectifs ambitieux de réno performante qu'on peut avoir. Donc on voit que c'est possible, hein, c'est fait. Pour les maisons, pour les bailleurs, bon, les bailleurs, c'est un niveau très léger hein, au niveau national. Et puis, il y a une grosse partie des bailleurs qui font des travaux hors ANA, hein, parce qu'il faut conventionner son loyer. Mais tout de même, là, on voit que c'est multiplié par 15.
Donc la condition, hein, et d'autres territoires ont à peu près les mêmes similarités, on voit à chaque fois, c'est qu'on est sur des aides locales qui ont permis d'ajouter 10 à 15 000 euros, en gros, en moyenne, avec plusieurs modalités, par logement, d'aide locale, et qui sont donc progressives selon l'ambition des travaux. Ah, ça, c'est les points importants. Donc, si vous faites des travaux de plus de 50 000 euros avec des gains supérieurs, vous avez un tout petit peu plus encore d'aide locale. Et puis, l'autre aspect, il y avait des moyens d'information à chaque fois qui sont très développés. Des moyens d'information. Alors, l'accompagnement gratuit, ça, il est systématique, hein, parce que là, je parle que des programmes de type PIG et OPA, mais avec des moyens d'information qui étaient très importants de la population, notamment pour qu'ils évitent les fraudes des combles puis des packs à 1 euro. Pour les bailleurs, il faut qu'il y ait un écart de loyer limité. Ça, c'est la condition aussi, hein, évidemment, dans tous les territoires. Les loyers sont très élevés, aucun bailleur ne conventionne ou très peu. Et là, en Alsace, on avait ces conditions-là qui étaient réunies et sur d'autres territoires, c'est du même ordre. Pour le logement vacant plus spécifiquement, on a pu voir avec Rodon, qui avait un dispositif assez original, donc d'avoir des aides complémentaires là, pour les rénovations énergétiques pour les accédants, hein, pour les accédants modestes et intermédiaires. Ils avaient élargi aux intermédiaires, 5 à 10 000 euros. C'est difficile d'avoir une moyenne nationale, hein, sur le rythme de rénovation des logements vacants, hein, parce qu'il n'y a pas de données précises. Mais on peut estimer, hein, par rapport à ce qu'on voit avec l'éco-PTZ et autres, et avec le PTZ surtout, pour estimer c'est quoi l'accession modeste dans les logements vacants. On peut estimer ils ont réussi à multiplier le rythme par 7, hein, en gros. C'est parce qu'on était sur des logements vacants de longue durée, hein, de plus de 2, puis même de plus de 3 ans. Sur les copros, 2 exemples, Mulhouse et Châlons. Donc, dans ces 2 exemples, hein, les mêmes conditions, on avait déjà, et c'est ce qu'avait initié Grenoble déjà en 2011, hein, on a des aides socles. Alors, c'est ce que l'ANA, petit à petit, a étendu au niveau national. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que ça décolle bien, là, le MPR copropriété. On a des aides socles, c'est-à-dire un minimum d'aide pour tous les copropriétaires, sinon il y en a qui bloquent le vote des travaux. Et puis, on a des bonifications. On a plus d'aides pour les plus modestes. Après, on a des aides complémentaires selon les revenus et des bonifications pour le BBC, sachant que les copros d'après-guerre, c'est souvent c'est vraiment jouable, hein, d'aller vers le BBC. Les maisons, parfois, c'est plus compliqué. Et donc, ces bonifications-là, ça permet d'accélérer le rythme de réno performante de 3 à 5. Donc là, pareil, on est au-dessus même des objectifs nationaux, avec aussi comme condition là un accompagnement renforcé, c'est-à-dire un accompagnement gratuit même dès le début du projet, qui était proposé par par ces collectivités, donc notamment Châlons, hein, qui a un dispositif qui a eu des résultats assez très intéressants. Sinon, plus spécifiquement sur l'habitat indigne et dégradé, on a pris l'exemple de Valenciennes, il y en a plusieurs dans le Nord, et il y en a quelques-uns en Seine-Saint-Denis, des exemples intéressants qu'on a pu voir aussi sur diverses évaluations. Mais Valenciennes, avec des résultats très intéressants et un dispositif très ambitieux, où ils accompagnent toutes leurs communes de l'agglo pour qu'ils puissent faire des visites systématiques à chaque fois qu'il y a un signalement, donc avec une assistance gratuite, hein, de l'agglo pour les communes qui parfois ne savent pas comment faire. Des procédures engagées systématiquement quand on est sur des niveaux de gravité, et une forte articulation avec les bailleurs sociaux, qui parfois qui vont faire des conventions d'occupation pour permettre aux procédures de se dérouler, et puis qui vont parfois rénover eux-mêmes, hein, certains logements indignes. Donc, on voit que tous ces exemples, en fait, et il y en a d'autres, je les ai sélectionnés parce qu'ils sont sans facteur externe favorable, hein. Ce n'est pas des villes en altitude. Il y a des communes en altitude aussi qui ont des gros rythmes, hein, de rénovation performante, mais c'est clair que les enjeux de froid sont plus élevés. Là, je n'ai pas pris ça, comme le Trièves, par exemple. Il n'y a pas de bâti spécifique, hein, plus ou moins favorable. À chaque fois, la spécificité, c'est la politique qui a été menée, hein, c'est d'avoir une différenciation forte des aides à la rénovation performante, cette progressivité selon l'ambition et l'accompagnement fort, et qui est très différencié de la moyenne nationale. Il y a d'autres exemples, hein, qui sont cités dans la note aussi, vous pourrez voir. Donc, pour les copros ou pour les maisons. Donc, dans la dernière page de présentation résumée, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces exemples et puis d'autres exemples similaires pour les politiques donc, de rénovation énergétique? Au premier point à noter, c'est que les évolutions de 2024, là, du parcours accompagné initialement, elles vont plutôt dans le sens, hein, de ces expérimentations, alors que ce soit pour les maisons.
que ce soit pour les copropriétés. Bon, alors pas copropriété, c'était déjà en marche là, depuis 2021, de la montée petit à petit des aides socles et des bonifications. Mais donc, les 2-3 sauts de classe, hein, ça s'approche des soutiens des territoires avancés qu'on a pu voir en 2022. Hors inflation, par contre, il y a quand même eu une grosse inflation aussi depuis, donc ça faut prendre en compte. Et c'est vrai que le parcours accompagné, il est même particulièrement, disons, généreux, enfin, pour les très modestes. Même, il faudra faire attention d'ailleurs, on y reviendra sur la question de l'accompagnement, parce que les taux de subvention à 90%, on en reviendra peut-être aussi avec Camille Defarge quand on parlera d'autres pays européens. Donc, par contre, ces évolutions elles sont favorables, mais il y a toujours le même problème. Il y a toujours une forte concurrence avec les PAC seuls, hein, qui ont toujours près de 10 000 euros de subvention. Vous avez 5 000 euros de reste à charge si vous avez une pompe, si vous optez pour une pompe à chaleur simple, qui souvent peut avoir divers problèmes, même si elle est installée sans fraude, hein. Donc, vous avez moins de 5 000 euros de reste à charge. Et même avec le nouveau dispositif qui est beaucoup mieux calibré, hein, pour les travaux ambitieux, il va vous rester quand même, hormis les très modestes, hein, qui sont très subventionnés, pour les modestes et les intermédiaires, vous allez avoir toujours entre 15 et 30 000 euros de reste à charge. Donc là, on a quand même toujours cet écart-là qui fait que ce n'est pas encore gagné, hein, qu'on aille vers ces rénaux performantes. D'où, au niveau des agglos moyennes, et puis des autres aussi, hein, l'intérêt toujours d'avoir des bonifications locales aux travaux ambitieux, hein, y compris pour les copros, ou les modestes, pour le coup, qui étaient très aidés avant, sont un peu moins aidés maintenant. Autre point, et ça c'est surtout réactivé par les dernières annonces, on a des risques élevés de fraude, hein, toujours sur la partie MPR simple, qui est combinée à des C2E. On a des fraudes qui peuvent venir s'incruster, on va dire, dans parcours accompagné aussi. Ça, l'ANA, bon, je pense sont en train de vérifier, hein, les nouveaux accompagnateurs, s'il n'y en a pas qui viennent de réseaux de fraude anciens qui étaient plutôt actifs sur les C2E. Mais surtout, donc et puis le retrait de l'accompagnement obligatoire pour les passoires. Ça, c'est le gros problème là, qui était pas prévu initialement, hein, et qui est revenu là récemment. Et puis le critère étiquette, mais il faut se méfier aussi, hein, le critère de l'étiquette énergétique, hein. Il y a eu beaucoup de fraudes sur le C2E, rénovation performante de maison, hein, qui s'appelle rénovation d'ampleur, là, mais qui a été réformé, hein, depuis. Mais pendant un an, il y a eu beaucoup de fraudes là-dessus, hein, parce que les critères des sauts d'étiquette peuvent être assez aisément contournés. Donc là, le plus-value, elle est énorme, hein, des programmes locaux avec un accompagnement gratuit, puisque les ménages modestes sont accompagnés, hein, par un opérateur qui est lié à la collectivité, qui est bien connu, et qui va les protéger, disons, de ces problématiques-là. D'autres politiques liées, hein, pour finir, qui sont importantes, hein, pour arriver à ce qu'on voit qui est possible, en fait. On peut massifier, hein, de la réno de qualité, c'est à tester maintenant, mais il y a encore toujours les divers freins qu'on a mentionnés là, sur la politique de réno énergétique. Et puis dans d'autres politiques, hein, qui ne sont pas favorables, la fiscalité de l'immobilier, qui favorise donc les locations courtes, les locations très chères. Le faible encadrement, hein, tout ça, ça ne favorise pas la rénovation de bailleurs, hein, qui doivent conventionner. L'aménagement du territoire aussi, hein, parce qu'on a des territoires pour remobiliser de la vacance. Il faut des soutiens importants, mais il faut aussi qu'il y ait surtout une population, hein, qui ait des emplois et des formations sur place. Donc, le rééquilibrage du territoire, ce sera toujours une problématique dans les deux sens, d'ailleurs. Et puis, pour le logement indigne, notamment, mais pas seulement, le point principal, on y reviendra peut-être avec les questions sur l'habitat dégradé, mais c'est les délais et sanctions de justice, hein. Moi, j'avais dirigé l'évaluation nationale sur les opérations sur les copros en 2018-19, par exemple. Bon, c'était un des points qui était clair et net, hein, et malheureusement, ça s'est peu amélioré, je pense, hein, parce que donc, si vous avez toujours des délais de justice et des sanctions faibles pour les impayés, pour les marchands de sommeil, il y aura toujours cette difficulté qui sera majeure pour le redressement des copros en difficulté notamment. Voilà pour les principaux points de Merci cette beaucoup. note. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne 5 minutes de discussion, questions et notamment, questions reçues par, les personnes qui nous suivent. Et donc j'en avais une qui était sur, ce qu'on entend par les travaux pris en charge dans les exemples très performants. Quelle est l'assiette? Que recouvre le très performant pour les maisons et pour les, propriétaires bailleurs? Alors, quand je parlais alors il y a deux choses. Là, je parlais de programmes très performants dans le sens où ils ont un rythme très élevé de rénovation performante.
Et si on parle de rénovation performante, donc la définition dans la loi, hein, c'est de traiter les 6 postes de travaux, hein, et d'aller de tendre vers le BBC. Là, nous, on regarde les programmes, donc on a les programmes Sérénité, hein, et donc où c'est de manière générale, c'est très rarement quand même des rénovations qui sont dites globales, c'est-à-dire qui vont d'un coup vers le BBC qui traite d'un coup les 6 postes. Mais là, dans les territoires, dans les exemples qu'on a pu décrire, disons la grande majorité des cas, c'est des cas où il y a, disons, 3, 4 postes, 4 postes, disons, qui sont traités. Hein, c'est-à-dire, en général, il y a l'isolation des murs, l'isolation du toit et ou plancher bas. On a une partie des fenêtres ou l'ensemble des fenêtres, ça c'est variable. Et puis le chauffage qui est aussi mis, aussi plus la ventilation. Donc on a ça en général, hein, sur ces rénovations sérénité. Sur les copros, c'est un peu pareil. Les rénaux de copro, en tout cas d'après-guerre, parce que d'avant-guerre et en centre ancien, c'est beaucoup plus délicat, l'histoire des murs. Mais les copros d'après-guerre, il y a très rarement de difficulté à faire la totalité, c'est-à-dire les murs, les toits, le plancher bas. Et puis, par contre, le chauffage, souvent, il est fait de manière décalée. Il n'est pas fait en même temps, parce que ce n'est pas les mêmes temporalités et cycles de travaux. Merci. On reçoit pas mal de questions. J'en ai une en plus que je compléterai d'ailleurs, c'est qui pose sur le financement des aides à la rénovation performante par les collectivités. Comment elles ont réussi à trouver, le financement? Est-ce que c'est par de l'endettement, des recettes fiscales? Et je compléterai par le volet pourquoi elles s'en sont saisies? Pourquoi elles ont décidé d'en faire un cheval de bataille? Pourquoi elles sont allées un peu plus loin? Heu, avant le comment aussi. Oui, tout à fait. Et justement, d'où l'intérêt quand même si encore, à mon avis, il y a encore pas mal de petits points là, risqués dans les évolutions récentes, mais d'où l'intérêt d'avoir une évolution nationale qui tend vers un niveau socle comme ça, parce que je vous ai dit, j'ai pu voir à peu près 110 territoires, plus ou moins là, sur une dizaine d'années. Il y en a quand même assez peu, hein, qui vont faire des aides locales aussi ambitieuses, parce qu'il faut vraiment une volonté politique qui est assez forte. C'est rarement seulement les financements. Il y a eu parfois des financements spécifiques, hein, sur des appels à projets qui leur ont permis, mais c'est souvent de l'ingénierie surtout qui a été financée par ces appels à projets divers et variés, hein, depuis une dizaine d'années. Ces territoires, hein, souvent, c'est des territoires qui ont eu un appel à projet quand même parfois, hein, je vous dis, qui a facilité au niveau en tout cas de l'ingénierie, un petit peu d'aide. Euh, Par exemple, Châlons, je crois qu'il y avait un appel à projet région à ce moment-là, Bourgogne-Franche-Comté aussi. Mais c'est des aides, voilà, c'est une volonté locale. Et par exemple, Grenoble, qui avait été pionnier là, sur les copros en 2011, bah, ils ont été moins ambitieux sur leur mur, le programme s'appelait Mur, ils ont été moins ambitieux après, parce que ça a coûté cher quand même à la collectivité locale. Elle n'a pas de ressources forcément en face, hein, parce que les gains de la rénovation énergétique performante, ils sont pas mal pour les ménages, et puis ils sont pour la nation entière, hein, d'où pour la nation. Enfin, là, par exemple, s'il y avait eu, si on avait la moitié des logements qui étaient rénovés, on aurait eu moins besoin de boucliers énergétiques qui ont été payés par l'État. Donc, d'où c'est quand même surtout à l'État de prendre la masse. Mais après, vous voyez, au niveau local, il y a certaines collectivités qui prennent cette opportunité aussi pour rendre plus attractif leur territoire. Notamment, hein, c'est souvent ça aussi le point où ils sont vraiment très mobilisés sur le fait qu'il y a une grosse partie de sa population qui se paupérise, soit dans les copros, soit dans des maisons passoires. Mais ça reste un peu rare, hein. Mmh. Donc, parce que c'est beaucoup d'argent quand même Et pour les par collectivités. Et par exemple, pour Valenciennes, enfin, pourquoi c'est certains est-ce qu'il y a un enjeu politique particulier, un enjeu social ou sanitaire particulier ou est-ce que c'est très varié aussi, Alors, pour Valenciennes, j'ai mis aussi, quand je dis x10, c'est y compris par rapport à leur situation d'éligibilité et ou de problèmes locaux, hein. C'est-à-dire, le truc, enfin, dans le Nord, il y a beaucoup plus de logements indignes. Donc ça, forcément, vous allez avoir plus de besoins. Mais là, le rythme de ces programmes dans le Nord sont encore plus élevés que leurs besoins. C'est-à-dire, c'est lié au fait, donc là, j'avais évalué l'ensemble de la politique LHI dans les Hauts-de-France, en 2018-19 aussi. Il y a une culture, hein, qui est très développée sur le logement indigne, notamment dans le Nord et qui est depuis longtemps là, parce qu'il y avait des besoins importants, certes. Et puis, petit à petit, pas mal de communes se sont emparées d'outils. L'ARS locale est très active.
Donc, c'est comme pour les copros, certaines métropoles ont commencé plus tôt, disons qu'il y a des cultures qui se sont développées plus tôt à certains endroits que d'autres. Et puis, à chaque fois, une volonté politique, parce qu'à chaque fois, il faut que ce soit la collectivité elle-même qui finance l'essentiel de ce surplus qui va se révéler être efficace, mais bon, il faut investir. D'accord. Merci beaucoup Nicolas. Heu, Merci. alors on va continuer à dialoguer tous ensemble, mais on va pouvoir faire ce lien entre, des actions locales qui permettent d'accélérer fortement le rythme de rénovation. On voit les ordres de grandeur sont massifs à l'échelle nationale, donc il faut commencer par des programmes très précis, ancrés dans les territoires. Mais tout ça est facilité, entraîné, impulsé par des régulations européennes et c'est ce sur quoi, Camille Defard, chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, nous propose de revenir dans les 10 minutes qui viennent. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à Nicolas pour cette première présentation très intéressante. Donc effectivement, la rénovation énergétique, c'est un gros morceau du Pacte vert européen. Le Pacte vert européen qui vise à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et dont l'ambition, qui a été lancée en 2019, sur la slide suivante, ça a été lancé en 2019 suite à la percée des Verts aux élections européennes et suite à la montée de l'urgence climatique. On a eu une impulsion en faveur de politiques écologiques beaucoup plus importantes, avec une première loi climat de 2021 qui fixe un nouvel objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici à 2030. Et donc, parmi les secteurs d'action de l'Union européenne pour atteindre la neutralité climat, la Commission européenne a choisi de lancer une communication qui s'est intitulée Vague de rénovation, qui vise à doubler le taux de rénovation dans l'Union européenne d'ici à 2030. Cette vague de rénovation, elle s'est traduite par des mesures concrètes, donc des lois, des obligations, des nouveaux instruments. Il y en a 3 qui concernent la rénovation, 2 directives et un nouveau marché carbone sur lesquels je vais revenir dans cette présentation. Donc sur la slide suivante. Donc le premier objectif intéressant, c'est dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique, il y a eu une nouvelle ambition d'accroître l'efficacité énergétique. Donc vous voyez sur le graphique ici, en orange, la courbe qui représente la consommation d'énergie finale dans l'Union européenne depuis les années 90. C'est relativement stable. Le nouvel objectif de 2030 est assez ambitieux puisqu'on voit qu'il s'agit de vraiment baisser de façon structurelle la demande d'énergie. Sur la slide suivante, donc quelques mesures. D'abord, ça représenterait près de 12% de consommation d'énergie en moins par rapport à l'heure actuelle. Ça va se traduire par des obligations annuelles d'économie d'énergie au niveau national qui devraient doubler entre aujourd'hui et 2030. Et pour ce faire, la directive sur l'efficacité énergétique enjoint les États membres à fournir à la fois un soutien technique et financier pour faciliter les actions d'efficacité énergétique, y compris la rénovation, pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables face à la précarité énergétique. Donc on voit ici que ce que Nicolas nous a présenté, ça s'inscrit totalement dans le type de programme qu'il faudrait déployer dans toute l'Union européenne pour atteindre nos objectifs climatiques. Alors sur la slide suivante, il y a une deuxième directive qui a été adoptée dans le cadre du Pacte vert, c'est la directive sur la performance énergétique des bâtiments. C'est une directive assez ancienne et qui est d'ailleurs à l'origine du DPE en France. Donc cette directive, pour la première fois, la grande nouveauté, c'est qu'elle introduit des objectifs de baisse de la demande d'énergie au travers de la rénovation sur le bâti existant. Jusqu'ici, la directive se limitait à donner des standards d'émissions sur le bâtiment neuf. Donc on a cet objectif dans l'Union européenne de baisser de 16% la consommation d'énergie du parc résidentiel d'ici à 2030. Tout comme en France, l'Union européenne a désormais un objectif d'un parc immobilier totalement décarboné d'ici à 2050 et demande aux États membres de définir une stratégie de sortie progressive du chauffage à base d'énergie fossile d'ici à 2040. Alors, quelques éléments qui montrent l'impact de l'Union européenne sur la politique énergétique de la France. Le
plan de relance européen qui a été décidé à la suite du Covid a massivement contribué à alimenter les financements qui étaient fléchés vers la rénovation énergétique à hauteur de 7 milliards d'euros. Néanmoins, et ça a été mentionné par la présentation précédente, atteindre nos objectifs nécessite à la fois de mobiliser plus d'investissements, mais aussi de créer de nouveaux emplois, de façon à réaliser des rénovations de qualité. Donc sur la slide suivante, la dernière mesure, la dernière grande nouveauté qui est introduite par ce paquet climat, c'est la tarification carbone pour les ménages sur le secteur du chauffage. Alors, c'est une mesure qui existe déjà au niveau européen, au niveau français, pardon. On a déjà une taxe carbone, donc c'est une taxe qui viendrait compléter éventuellement la taxe carbone française. Il s'agit donc d'avoir un marché carbone qui s'appliquerait sur le chauffage dans toute l'Union européenne. L'intérêt de cette mesure, c'est qu'une partie des revenus va alimenter un nouveau fonds social climat qui sera lancé en 2026 et qui courra jusqu'en 2032. Et l'avantage de ce nouveau fonds social climat, c'est qu'il va financer des actions permettant d'atténuer l'impact de ce nouveau prix carbone pour les ménages et donc en partie mobiliser des investissements verts dans la rénovation pour les publics les plus précaires. Le fonds social climat en France, ça représenterait 1 milliard d'euros par an. Donc la France serait le deuxième bénéficiaire de ce fonds. Donc ces objectifs 2030 pour la France, ça nécessite d'accélérer significativement le rythme de décarbonation. Il s'agit de faire en 7 ans plus que ce qu'on a fait en 33 ans, d'après le secrétariat général pour la planification écologique. Et ce que l'on voit sur ce graphique, entouré en rouge, c'est que le secteur du bâtiment doit diviser par 2 ses émissions. Donc on a des objectifs très élevés en termes de rénovation, mais aussi en termes d'accompagnement technique, d'accompagnement type accompagnateur Rénov' ou bien guichet de conseil France Rénov'. Donc, sur la slide suivante. Le problème que l'on voit, nous, à l'Institut Jacques Delors, c'est qu'effectivement, on voit que les outils européens pour réaliser les ambitions du Pacte vert en matière de rénovation sont insuffisants. Ces outils sont encore trop volontaires, donc on manque de mécanismes d'obligation et de mécanismes de mise en conformité. Et également, on manque de soutien technique, humain et financier. Donc, c'est 3 mesures qui ont été très bien illustrées par l'étude de la Fabrique de la Cité. Au niveau européen comme au niveau français, il nous manque un plan d'investissement sur la rénovation. Il nous manque des capacités techniques et humaines, de programmes de mise en œuvre sur les projets verts. On voit par exemple avec le plan de relance européen que la partie verte de ce plan de relance est plus compliquée à décaisser que la partie non verte. Et donc pour conclure, sur la slide suivante, aujourd'hui, on manque d'instruments de mise en œuvre. L'étude de la Fabrique de la Cité est excellente parce qu'elle montre que c'est possible. Néanmoins, au niveau local, national comme européen, il va falloir accélérer les efforts politiques pour se doter des moyens de réaliser nos ambitions. Donc, au niveau européen, ça va se traduire par potentiellement un fonds européen pour soutenir la rénovation, favoriser le partage d'expériences, d'expertise et améliorer les moyens de contrôle de la bonne mise en œuvre, mais aussi potentiellement renouveler les instruments de démocratie participative qui montrent que les citoyens sont beaucoup plus ouverts que certains de nos politiques à des mesures ambitieuses de type financement de la rénovation et justice sociale dans la transition. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis heureuse de continuer cette discussion passionnante. Merci beaucoup Camille. Donc on va aussi se laisser 5 minutes pour les échanges, les questions-réponses avant d'enchaîner avec la présentation de Thierry. Une petite question reçue sur l'usage du mot obligation. En fait, quelle est la force juridique ou le niveau de contrainte des dispositifs européens dont vous avez parlé? Eh bien, ça dépend des instruments, mais en l'occurrence, il n'y a pas d'obligation de rénovation au niveau européen. Ça a été discuté, mais ça n'a pas été adopté. Les objectifs de baisse de la demande, donc objectifs d'efficacité énergétique, sont contraignants au niveau européen, mais pas au niveau national. Donc en réalité, ces obligations restent relativement faibles. L'Union européenne donne un cadre général aux États membres, mais ensuite, les États membres, en fonction de leurs priorités politiques, en fait, ont le choix ou non de respecter cela. Et c'est pour ça qu'il nous manque des mécanismes de conformité, de mise en conformité, de respect de la loi européenne. Et pour cela,
il y a un très gros enjeu de mobilisation des acteurs locaux, de terrain, pour demander à nos gouvernements nationaux de bien respecter nos obligations européennes. Merci. Je vais rebondir justement sur ça, sur cette «entraide» entre guillemets, entre, acteurs locaux à l'échelle européenne. Est-ce que l'Union européenne, elle ne permettrait pas d'avoir, un cadrage, un guidage, un accompagnement, vers un objectif? En disant: «Ben, voilà vers ce vers quoi il faudrait tendre» et dans le même temps, elle permet peut-être à des acteurs, français, belges, allemands de, partager des éléments sur les bonnes pratiques à l'échelle Mhm. territoriale. Est-ce que ça permet pas aussi de faire une sorte d'émulation en se disant: «Bah, voilà, on va essaimer un petit peu à l'échelle européenne et puis on va le faire remonter», par exemple avec, nos représentations à l'échelle européenne? Est-ce que Mhm. sur ça, cette circulation des idées, des bonnes pratiques, cette communauté politique européenne, est-ce qu'elle peut pas aussi partir par le bas et partir des Mhm. acteurs locaux? Totalement, c'est des choses qui existent déjà, mais encore à trop petite échelle, comme beaucoup de dispositifs européens intéressants. C'est pourtant quelque chose qui est poussé par le Comité des régions, donc l'Assemblée européenne dans laquelle les régions sont représentées et où les autorités locales demandent en réalité la mise en place de structures permanentes de dialogue au niveau local pour faire une interface entre le niveau européen et le niveau local, de manière à pouvoir avoir une plateforme où les acteurs publics, privés, mais aussi la société civile peuvent se retrouver, échanger et pousser des idées de façon plus construite, plus structurée au niveau européen. C'est un enjeu très important parce que comme on a vu qu'il manque on manque de mécanismes de mise en conformité avec le droit européen, le suivi de la mise en œuvre de ces politiques-là par les acteurs locaux en premier lieu, puisqu'ils vont être aux premières loges en réalité des obstacles à cette mise en œuvre, est essentiel à la réalisation de nos objectifs climatiques. Et donc clairement, on manque de ces structures-là, de ces réseaux de partage de connaissances, d'expériences et surtout des réseaux qui permettent de visibiliser ces exemples qui sont excellents et qui doivent montrer que c'est possible, mais voici les conditions dans lesquelles c'est possible. Et pour cela, je pense que les acteurs locaux peuvent être une voie très, très puissante pour le succès du Pacte vert. Merci. Une question de rebond pour Nicolas Desquinabo. Est-ce que vous avez suivi des acteurs issus d'autres territoires, hors de France? Dans d'autres travaux, Ah, votre micro. Pardon. Oui, hors de France, j'ai pas dirigé d'évaluation voilà, des collectivités locales ou autres. Par contre, récemment, j'ai participé à une étude européenne qui s'appelle Road to Net Zero pour quantifier un peu les investissements actuels et les investissements, les besoins d'investissement hein, sur différents secteurs. Moi, je me suis notamment occupé du bâtiment. Et donc, on a regardé 7 pays, enfin 7 pays dont la France. Et donc là, ce qui est intéressant, par contre, c'est que j'ai pu un petit peu approfondir avec certains partenaires de ces pays-là. Disons, c'était pas une évaluation approfondie parce qu'on n'est pas allé faire des enquêtes, mais un bilan un peu de ce qui se passe notamment en Allemagne et en Italie. Et ça, c'est assez intéressant parce que sur 2 points que je soulignais, où d'ailleurs les collectivités un peu investies peuvent faire une petite différence hein, sur les aides locales qui différencient des travaux simples et sur l'accompagnement. C'est intéressant les exemples allemands en ce moment, justement, alors qu'ils avaient ils avaient réussi à monter un peu disons, le rythme de leur réno très performante. Pour le coup, c'était vraiment que des rénos très performantes, global tout de suite en BBC. Ils étaient montés et là, elles se sont effondrées récemment parce qu'ils ont augmenté fortement les aides aux pompes à chaleur de leur côté aussi hein, pour faire une énorme. Alors là, eux, ils sont partis encore plus haut que ce qu'on craint en France. C'était pas que les pompes à chaleur, mais les travaux individuels sont passés à 1 million par an, carrément là. Et dans le même temps, ça a été divisé par 3, les efficiency house, donc les rénovations performantes de maisons et ou d'immeubles. Donc ça, on voit la question de la concurrence des fraudes, elle est complètement limpide hein, dans ce cas-là, parce qu'il y a eu, quand ça change vite, on peut évaluer assez clairement. Et côté italien, ils avaient eu une idée, il y a eu beaucoup d'argent, bah, ça Camille pourra peut-être plus le préciser, via la relance post-Covid, mais ils sont partis sur un dispositif qui s'appelle Super Bonus, sauf que le dispositif, il est parti un peu trop fort là, parce qu'il s'appelait Super Bonus 110%, alors il subventionnait 110% du coût des travaux.
Donc le problème, c'est que ça a amené, et c'était pas accompagné, surtout pas accompagné. Et donc ça a amené énormément de fraude. C'est pas encore complètement évalué, la proportion de fraude, mais pour vous donner un ordre de grandeur, en Italie, là en 2022, bon, ça a chauffé très haut, mais même en 2023, où ils ont un peu ralenti le dispositif, on est à plus de 30 milliards d'euros d'engagement par an pour des travaux, pour un volume de logement qui n'est pas si important, hein, parce que voilà, c'est des subventions qui sont devenues de 90% maintenant, avec beaucoup d'inflation, voilà. Donc ça, c'est un exemple de super bonus aussi qui souligne l'importance d'avoir quand même des subventions qui sont calibrées, hein, qui partent pas, qui aient des plafonds. Et deuxièmement, qu'il y ait un accompagnement indépendant voilà, pour pas que les entreprises, des entreprises plus ou moins soit qui abusent, soit même des réseaux mafieux, hein, viennent s'inscrire dans ces dispositifs-là là, on est sur des dizaines de milliards d'euros, hein, c'est beaucoup plus que le marché de la drogue, hein. Donc, forcément, ça attire. Merci Sinon, beaucoup. pour les autres pays, je connais moins. Merci. Et alors on va glisser, vers un exemple, situé en Wallonie. Je vais donner la parole à Thierry, qui est initiateur de la coopérative Corénov. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Pourquoi avoir fondé cette coopérative? Et dans quel contexte, s'inscrit-elle? Puisque, nous on parle de France, mais, il y a d'autres problématiques et d'autres enjeux sur lesquels, vous pouvez nous éclairer. Oui, ben, tout d'abord, vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces deux passionnants exposés, tout à fait intéressants. Et moi, depuis longtemps, je voulais rencontrer d'autres acteurs en Europe parce que vous allez voir que nous sommes une expérience de terrain, hein, comme Nicolas en a parlé, en Alsace, etc. Mais nous amenons des idées, je pense, qui pourraient être utiles voilà, au niveau européen, quoi. Vous allez voir à partir de notre pratique. On peut passer à ma première dia. Donc, oui, voilà, on peut passer à la dia suivante. Voilà. Alors d'abord, donc Marie m'a demandé de réexpliquer complètement le contexte, hein. Vous savez que la Belgique, c'est un pays on a mis deux peuples ensemble, hein, il faut qu'on s'entende à tout prix. Donc il y a trois régions chez nous, c'est assez compliqué. Il y a la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles, parce qu'elle est revendiquée par les deux peuples. C'est un peu compliqué. Et donc, moi, je vous parle uniquement de la Wallonie, donc ce qui est en vert là-bas. Vous voyez, pour le moment, on a un gouvernement aussi qui est très autonome, hein, dans toute une série de matières, hein. Donc, la politique énergétique en Wallonie est complètement différente de la politique énergétique en Flandre, hein. Donc, ça, c'est important de vous le rappeler. Alors, rapidement, pour le moment, c'est un gouvernement composé de libéraux, de socialistes et d'écologistes, hein, qui a voté un plan Air, Climat, Énergie 2030 pour être en phase avec les objectifs européens, hein, que Camille vient de nous expliquer, hein, avec la Fondation de l'Or. Et là, vous voyez que c'est écrit peut-être un peu petit pour vous, donc il faut réduire de moins 55% les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990, ETS et non ETS, hein, vous connaissez le système. Et la Wallonie a réduit en 2023 de 33%. Et ça, nous sommes des acteurs de terrain, donc nous contestons ça, nous disons que les 33%, il y a une bonne part, c'est un transfert des émissions de CO2 en Inde et en Chine, puisque c'est le départ d'activité sidérurgique de la Wallonie, hein. Alors, nous avons créé en Wallonie une alliance climat-emploi-rénovation, tout à fait intéressant, parce que tous les acteurs, à la fois de terrain, les acteurs des communes, les banques, etc., tout le monde travaille ensemble dans une sorte d'alliance, si vous voulez, hein. Et là, nous avons fixé des objectifs très ambitieux avec le gouvernement, puisque nous voulons rénover 1 million de maisons et les faire passer au label. Je suppose que le label, parce que vous utilisez BPC, hein, plusieurs fois, Nicolas, je suppose que ça correspond au PEB chez nous, c'est ça? Donc c'est performance énergétique, nous, non? Enfin, je Ça, suppose. je connais pas le label PEB, donc je peux pas vous répondre, mais en D'accord. gros, c'est autour de 80 kWh mètre carré par an. Voilà, c'est ça. Ben, nous autres, on label B, à label A, on est autour de ça aussi, hein. C'est quasiment du passif, quoi, hein. Et donc, on veut nous faire passer de 15 000 rénovations à 45 000 rénovations par an. Donc, c'est énorme, hein. Et nous avons évidemment, par rapport à notre pratique, vous verrez, ciblé plusieurs freins. Complexité administrative, j'y reviendrai. Pour obtenir les aides publiques, c'est très complexe, comme chez vous. Il y a des aides locales, des aides régionales, etc. Le financement est inadapté pour nous pour aller vers le label B ou A, hein. Et un manque d'entreprises, évidemment, actives dans la rénovation énergétique. On peut passer à la dia suivante. Voilà. Alors, notre méthode de travail, c'est simple.
nous proposons nos services à des communes, mais chez nous, sachez que c'est toutes des communautés de communes. On a fait la fusion des communes chez nous, et donc on a un peu partout en Wallonie des communautés de communes, ça correspond à ça chez vous, et nous offrons nos services. Nous sommes une coopérative citoyenne, donc ce que l'on fait, si vous voulez, c'est si on obtient le marché auprès de la commune va nous payer, on va faire ce que Nicolas a expliqué de l'accompagnement des citoyens. Et tout d'abord, nous allons faire une sélection des entreprises locales pour créer une grappe d'entreprise le plus locale possible. Nous allons lancer avec les adjoints au maire, avec les maires, une campagne de mobilisation des citoyens et nous allons chez les gens faire directement, ceux qui s'inscrivent, un diagnostic énergétique et simulation financière. C'est-à-dire que devant les gens, avec un petit PC portable, on leur dit pour aller vers une rénovation globale, voilà combien ça va coûter, voici les primes auxquelles vous avez droit, voici les économies d'énergie et nous avons un système en Wallonie de prêt à 0% d'intérêt qui permet pour les petits revenus d'autofinancer quasiment tous les travaux, ou partiellement, parce que les primes sont moins élevées pour les revenus plus élevés. Et puis nous envoyons un auditeur qui, lui, a autorité sur les entreprises, auditeur, auditrice, qui, lui, refait un audit technique, mais son document a autorité vis-à-vis des entreprises. Puis nous envoyons les entreprises que nous avons sélectionnées faire des devis, et une fois qu'ils ont l'audit et ils ont les devis, nous retournons chez les gens faire ce que nous appelons une réunion d'aide à la décision pour bien analyser l'audit, bien analyser les devis, parce que souvent les gens sont largués quand ils ont tous ces éléments techniques. Ça va? Et puis, ils passent évidemment à l'obtention d'un financement et à la réalisation des chantiers. On peut passer à la dia suivante. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Nous avons démarré en juin 2018. Oui, sachez qu'en Wallonie, on avait lancé donc un plan POLEC, qu'on appelait ça, Politique locale énergie-climat. Et moi, je suis un des initiateurs de ce plan, de façon à ce que chaque commune fasse un plan de réduction de gaz à effet de serre et adhésion à la Convention des maires au niveau européen. Et comme nous avons constaté que ça n'avançait pas, ces plans, dans la concrétisation de chaque commune, nous avons fondé en juin 2018 cette coopérative. Alors, en mars 2024, où en sommes-nous? Nous avons des résultats, mais nous avons des fameuses difficultés. Nous avons des contrats avec une vingtaine de communes. Elles arrivent toutes seules, voilà, elles viennent nous chercher. Et depuis 2020, on a reçu une subvention du gouvernement wallon en tant que plateforme locale de rénovation énergétique. Ce qui nous a permis d'amplifier considérablement notre travail. Nous sommes à 2700 rénovations enclenchées, attention, c'est-à-dire qu'on a été faire l'analyse technique et financière chez les gens. Mais vous allez voir, un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas plus loin, qui reçoivent notre analyse et qui ne vont pas plus loin. Et les investissements, vous voyez, c'est 24,5 millions d'euros d'investissement, c'est pas grand-chose pour l'ensemble de ces maisons. Nous avons 9 agents temps plein qui font de l'accompagnement. Nous avons 3 bureaux d'études énergétiques qui sont indépendants de nous, qui sont des bureaux d'études énergétiques privés avec lesquels on a passé contrat, qui ont dû engager du personnel pour suivre le tempo. 180 entreprises partenaires du bâtiment. Et en moyenne, donc, nous générons entre 70, 90 rénovations engendrées par mois pour le moment. Nous faisons aussi du coaching pour lancer d'autres structures comme nous, dans d'autres régions de Wallonie, donc ce qu'on appelle maintenant des plateformes de rénovation énergétique. Deux grosses difficultés, 50% des candidats rénovateurs ne font pas de travaux. Et la cause principale, c'est trop complexe au niveau administratif. Même avec notre accompagnement, on a des gens qui laissent tomber. Et la majorité des gens ne font qu'une partie des travaux. Ils ne font pas tous les travaux que nous souhaitons pour aller vers le label B. Et donc, en investissement moyen, on est autour des 20 000 euros, ce qui est très, très faible. Ça va? Mais nous avons des propositions à faire pour dépasser ces difficultés. On peut passer la dia suivante. Voilà. Alors, à un moment donné, Marie m'a demandé, mais quels sont les modes de financement que nous préconisons? Et c'est pour ça que je suis très heureux de contacter d'autres acteurs en Europe. J'espère pouvoir contacter aussi des Allemands, pourquoi pas d'autres pays aussi, parce que voici un petit peu ce que nous mettons en débat, en réflexion avec vous, et ça touche le système européen. Alors, il nous faut absolument une simplification administrative. Il faudrait avoir un système de un seul document d'engagement à signer par le citoyen et à la limite, on s'occupe de tout. Beaucoup de personnes trouvent que c'est très, très lourd de coordonner ces travaux, de faire ces travaux-là, etc. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus simple. Un système de financement unique et standard, avec l'idée que les économies d'énergie remboursent l'emprunt. Une seule entreprise qui coordonne les travaux. Là, nous avançons bien. Nous avons parmi nos entreprises de plus en plus des entreprises qui reconnaissent l'utilité d'avoir
une entreprise qui fait tous les travaux. Donc, rénovation, isolation du toit, des murs, des sols, menuiserie extérieure, photovoltaïque, pompe à chaleur, chaudière biomasse, poêle biomasse, pour quitter les combustibles fossiles. Donc, on a de plus en plus des entreprises qui engagent des sous-traitants et qui coordonnent le tout. Ça nous paraît intéressant. Alors, nous avons une piste que nous vous soumettons aujourd'hui à réfléchir, à discuter. Et c'est une piste, figurez-vous, qui vient de l'Institut Négawatt France. C'est la première fois que je l'ai entendu par rapport à l'Institut Négawatt France, qui parle d'un prêt lié à la pierre. C'est-à-dire que c'est le bâtiment qui emprunte et pas les gens. Parce que nous avons quasiment 18% de la population qui a plus de 65 ans. Donc, vous voyez, eux, ils ne peuvent plus faire de travaux. Et l'idée, ce serait d'avoir un prêt qui pourrait aller jusqu'à 60 ans pour l'enveloppe du bâtiment, parce qu'on ne refait pas un toit après 20 ans. L'isolation, ça peut tenir un siècle. Les menuiseries extérieures, maintenant, avec ce qu'on fait maintenant, ça peut tenir des années aussi. Par contre, par rapport au système, photovoltaïque, onduleur, pompe à chaleur, etc., ce serait un prêt sur 25 ans, mais à taux fixe. Et ce seraient les économies d'énergie qui permettraient de rembourser les travaux, mais sur ce qui coûte le plus cher, c'est l'enveloppe du bâtiment. Et si on sait le faire jusqu'à 60 ans, les annuités seront tellement faibles par rapport aux économies d'énergie que l'on saura absolument rembourser ce genre d'emprunt. En plus, ce sont des garanties vraiment essentielles pour le prêteur, quoi. Alors, on peut passer à la dia suivante. Voilà. Alors, cette idée de prêt à la pierre aurait des impacts sociaux très importants. Les personnes âgées pourraient mettre en ordre leur bâtiment par rapport à l'enjeu climatique. Pour les bailleurs et les locataires, évidemment, il faut prévoir une clause qui permet de partager les économies d'énergie entre le bailleur et le locataire pour inciter les bailleurs à faire ces investissements et éviter aussi de faire des travaux puis de louer plus cher après les travaux, lorsque le locataire s'en va. Ça permettrait, en tout cas pour nous en région wallonne, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais nous avons pratiquement un ménage sur 5 qui est en précarité énergétique. Et ça permettrait à l'ensemble de la population de se protéger des fluctuations des prix sur les marchés des combustibles fossiles, quoi. Voilà. Ça nous parlait quelques impacts sociaux, il y en a encore d'autres, bien sûr. L'impact économique, nous l'avons calculé. Ce programme générerait 144 000 emplois directs et indirects pour la Wallonie, ce qui est quand même très important. Évidemment, ce seraient des emplois, une partie seront des transferts d'emplois. Parce que si on achète beaucoup moins de fuel, de gaz, etc., on perdra des emplois dans ce secteur-là et on en aura dans la rénovation momentanément pendant 10 ou 15 ans. L'impact climatique, évidemment, correspondrait aux objectifs européens pour réduire ce que j'ai entendu, donc la consommation des combustibles fossiles. On peut passer à la dia suivante. Alors, les conditions pour obtenir ce taux fixe, parce que là, c'est un gros problème. Si on passe par les banques classiques, on aura forcément des taux variables. Nous avons consulté une grande banque chez nous qui disent, nous, sur 60 ans, pas question de faire un taux fixe, nous, on ne prend pas, on n'est pas tout d'accord avec ça, etc. Il faut aussi qu'on change la loi au niveau national, nous, parce que nous, on a des durées de prêts hypothécaires qui vont jusqu'à 30 ans, pas sur 60 ans. Donc, il faut conditionner ce type de prêt uniquement aux investissements liés aux économies d'énergie, quoi. Et puis alors, la demande que nous avons au niveau européen, c'est de se dire, il faudrait que les pays membres de l'Europe puissent emprunter à la Banque européenne d'investissement les sommes nécessaires. Par exemple, nous avons calculé pour la Wallonie que s'il fallait isoler 1 million de logements, eh bien, il faut compter à peu près 12 milliards par an pendant 10 ans, avec des impacts socio-économiques tout à fait positifs. Et ça, il faut très insister auprès de l'Europe parce que c'est un problème qui est souvent soulevé en Europe. Il ne s'agit pas d'une augmentation du déficit des États, puisque au contraire, on va activer les échanges économiques. Donc, il n'y a pas d'agrandissement de déficit des États. Et je sais que dans les traités de Lisbonne et de Maastricht, on ne peut absolument pas emprunter directement à la Banque européenne d'investissement. Par contre, pour sauver les banques, c'est ce que l'Europe a fait. Elle a été chercher 2 000 milliards pour sauver les banques auprès de la BEI. Donc, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire au niveau climatique. C'est une des revendications d'ailleurs d'un Français, vous connaissez bien, Alain Grandjean, qui a travaillé sur un livre sur la monnaie écologique et il sort cette idée-là aussi.
Alors, on peut passer à la dernière dia, je crois que c'est la dernière dia. Oui, voilà. Alors, si vous voulez, c'est vrai, nous sommes une coopérative citoyenne. Vous savez qu'il y en a beaucoup de coopératives citoyennes dans le domaine des énergies renouvelables, hein. En Allemagne, 47% des projets éoliens, biogaz, etc., sont propriétés de coopératives citoyennes, hein. En Wallonie, nous en avons à peu près 19, hein, coopératives. C'est encore très modeste, mais nous sommes adossés à ce mouvement-là. C'est-à-dire que Corenov a été créé par une coopérative qui a eu des bénéfices dans les énergies renouvelables. C'est comme ça qu'on a su décoller. Et donc, nous essayons de créer une dynamique positive économique à la base de la société. Et une des revendications que nous avons, c'est de dire, c'est un chantier qui paraît gigantesque, vous avez entendu les chiffres, hein, de Camille, d'ici, entre 2000, et de Nicolas, entre 2024 et 2030, on doit faire exploser le nombre de rénovations globales. Et un des arguments que nous disons, nous l'avons déjà fait. Lorsqu'il y a eu le plan Marshall, en Belgique, je ne sais pas en France, mais nous, en 3 ans de temps, les gens ont reconstruit 23% des bâtiments. Mais pour ça, il faut injecter massivement de l'argent dans le système économique pour enclencher une nouvelle dynamique économique et prouver qu'on ne va pas perdre des emplois, on va annuler, on va résoudre des problèmes sociaux et on va créer de l'emploi autrement. Voilà, en résumé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très précise. Pour revenir sur le dispositif que vous avez exposé, Corénov, si je résume, donc il y a l'importance d'avoir un accompagnement très précis chez les gens, de les guider à chaque étape de la rénovation, un pilotage très fin des travaux, et puis des conditions de financement qui doivent être beaucoup plus incitatives. Est-ce que, Nicolas Desquinabo, vous voulez réagir sur ce que vous avez observé, les liens qui peuvent être établis avec vos travaux? Et je dirais que comme il nous reste que 3 minutes et qu'on n'a pas pu répondre aux questions envoyées, on peut faire des échanges par mail pour ces questions qui n'auraient pas eu de réponse directe. Elles sont bien notées en tout cas. Oui, bah, là, par rapport à... Je ne sais pas quel est le détail des subventions, hein, qui sont mobilisées là, au niveau fédéral ou local. Mais en tout cas, le point, là, après toute l'expérience des évaluations là, depuis une quinzaine d'années là, en France, au niveau local, national, régional, c'est que le prêt, c'est complémentaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, il vous faut une grosse base, un bon socle de subventions et deuxièmement, des subventions donc, incitatives. C'est-à-dire qui vont inciter à aller plus loin dans les travaux. Parce que ce qu'il faut souligner aussi, hein, parce que ça, c'est souvent, il y a beaucoup de désinformation là-dessus parfois dans les médias, c'est que les économies d'énergie dans les travaux, dans les rénovaux performantes et globales, les économies d'énergie sont effectives, hein, elles sont là. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, nous, on le voit dans les enquêtes. À chaque fois, on a plus ou moins la moitié de consommation énergétique en moins. Donc des gains sur les factures, hein, même pour des ménages qui commençaient plus bas, hein, parce qu'ils se privaient déjà au départ, en modeste. Par contre, même avec ces économies d'énergie, vous n'arrivez pas à financer ça, ou sinon c'est beaucoup trop long, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas incitatif, c'est beaucoup trop, la marche a l'air trop haute, hein, en termes d'investissement, surtout quand vous avez d'autres offres qui vous proposent de juste faire des petits travaux moins chers. Et donc, ce qui a permis bah, là, à plusieurs collectivités d'Alsace et d'autres, hein, en France, à vraiment booster par 3, c'est le fait qu'ils aient rendu ça possible, hein, en termes de subventions. Et j'ajouterais d'ailleurs, la question du financement, elle est intéressante. Ce qui marche bien dans pas mal de programmes en France et notamment en Alsace, c'est qu'en plus, il y a l'avance de cette subvention, hein. Parce que quand les ménages doivent payer 60 000 euros, ils en gagnent 20 000 et qui doivent, par an, et qui doivent payer 60 000 euros parfois en acompte, hein, à les entreprises de travaux, notamment pour l'isolation des murs, hein, qui est le gros morceau, bah, vous avez un problème. Et donc là, les avances de subvention fonctionnent très bien, parce que soit via l'ANA, soit via un organisme qui s'appelle ProCivis, hein, qui est présent. Donc ça, c'est important. C'est prévu normalement dans le prochain programme. Ce n'est pas prévu pour les intermédiaires. Je pense qu'il va falloir le prévoir pour les revenus intermédiaires aussi, parce qu'ils n'auront pas non plus ça. Et après, vous pouvez avoir un prêt bonifié sur le reste à charge. Après, mais il faut ce socle, hein, sinon il se passe en général pas grand-chose. Et après, vous allez pouvoir le pré-bonifier sur le reste à charge qui existe en France, hein, l'éco-PTZ, qui est même à zéro d'intérêt, mais qui est très peu utilisé, hein, parce que bon, déjà, il n'est pas très bien vendu par les banques et encore une fois, sur les gros travaux, de toute façon, hein, c'est la base de subvention qui fait la différence et qui vaut le coup derrière, hein, parce qu'on arrive à avoir donc, des boosts, hein, de réno performantes avec une grosse baisse de facture énergétique, hein, pour des ménages.
Et donc, vous avez, essentiellement avec de l'énergie qui était importée, hein. Vous avez des gains en souveraineté, des gains en bouclier énergétique quand les coûts de l'énergie vont remonter, etc., etc. Donc, l'investissement des États et des collectivités en complément, clairement, vaut le coup là-dessus. Merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, je sais qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on peut répondre par mail. N'hésitez pas à nous les envoyer en bilatéral. Et de toute façon, on va poursuivre l'investigation sur ce sujet. L'idée, c'était d'échanger sur des exemples concrets. Et je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir été précis et inspirants. Ce sera l'occasion de continuer à étudier ce sujet de la rénovation. La Fabrique de la Cité continuera à le porter, et en particulier sur le cadre du logement étudiant, qui est un cadre où la précarité peut être forte, les logements assez compliqués à rénover, avec un enjeu social et de transition juste extrêmement sérieux. Et donc, je vous donne rendez-vous pour de prochaines éditions. Et puis, la note de Nicolas est en ligne et on sera ravis d'échanger avec vous ultérieurement sur ce sujet. Merci et bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.